Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Hausse des taxes journalières au marché du kilomètre 36. Ce jeudi, les vendeuses ont manifesté pour marquer leur mécontentement et appellent les autorités communales à revenir sur la dite mesure. Les échos, c'est dans cette édition. Qu'est-ce qui retarde encore l'aménagement des espaces déguerpis dans les communes de Conakry? La question taraude les esprits et les victimes s'en plaignent aussi. Ce jeudi, pour le cas de Matoto, le maire Mamadou Batos Camara a tenté d'apporter quelques explications. Et puis la Ligue guinéenne de football professionnel suspend le championnat national de Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre. L'édition 2021-2022 de la phase de poule de la Ligue des champions ouvrira le bal à partir du 11 février 2022. Je vous le disais à l'instant, au marché du kilomètre 36, la taxe journalière passe désormais 2000 francs à 2000 francs guinéens, un changement que n'apprécient pas les vendeuses du marché. Ce jeudi, elles ont manifesté leur mécontentement pour alerter les autorités et inviter les administrateurs du marché à revoir cette mesure. Rosaline Gotomonemou, Ibrahim Assori, 5 Souma. C'est seulement samedi dernier que le bureau du marché 36 a informé les vendeurs de l'augmentation de la taxe journalière à 2000 francs guinéens. Selon dit, il a mis en pratique sa décision. Unanimement, ces vendeuses disent ne pas pouvoir payer à cause du non-écoulement de leurs marchandises. Pourquoi ils ont augmenté le prix des billets à 2000 francs? On veut connaître ça maintenant, actuellement. Parce que maintenant, on n'achète pas les 2000 francs là pour payer à mon marché. Nous ne sommes pas d'accord sur ça. Le président va nous aider. Nous sommes torts au marché. Il n'y a pas d'achat. Les maris, beaucoup de maris à l'heure ne payent pas le prix de dépenses. Ce mercredi, il y a même eu altercation entre les vendeuses et des agents de recouvrement du bureau. Cette vendeuse est dans la protestation. Elle dit avoir été bastonnée par ses agents. J'ai donné 1000 francs à l'agent. Il a refusé de prendre et a exigé 2000 francs. Il a donné l'ordre à son collègue de payer un sac plastique. Il a mis mes bananes plantaines dedans. Puis il m'a frappé et dit que si je ne paye pas l'intégralité, qu'il allait porter plainte contre moi. Cette décision d'augmentation de la taxe journalière vient de la mairie de la commune urbaine de Manéa. Son premier responsable a dépêché sur le terrain son secrétaire général. Il livre le message du maire. Le maire m'a chargé de vous dire qu'il est venu pour le développement de la commune et pour l'amaigrissement de la souffrance des femmes. Le maire dit de continuer à payer 1000 francs guinéens. Déterminées à aller jusqu'au bout, ces vendeuses sont satisfaites de la décision du maire. Cependant, elles attendent de voir s'il va mettre en application sa parole les jours à venir. Depuis juin 2021, un feu d'origine inconnue ravage tout dans une concession à Amdalaï, dans la commune de Ratoma. Finalement, locataires et concessionnaires impuissants devant leur malheur ont déserté les locaux. Mamadou Kalisso, Aboubakardine, Camara. Ce qui arrive à cette famille dépasse l'entendement humain. Des chaises entreposées dehors ont été retrouvées en flammes dans cette douche interne, selon les victimes. Puis, on m'a expliqué que c'est le matelas qui était au dehors là, c'est ça qu'ils ont pris et ils ont fait rentrer dans la chambre, ils ont brûlé. Actuellement, depuis que ça a commencé, c'est les djinns, les diables qui le font. Parce que nous-mêmes, on a constaté que c'est les diables qui le font. Des diables qui mettraient le feu dans la concession, les victimes en sont convaincues. Elles écartent carrément les pistes criminelles et électriques. Ces climatiseurs auraient pris feu alors qu'il n'y avait pas d'électricité. Au début, ce sont des pierres qui s'abattaient dans la concession, faisant de nombreux blessés. Maintenant, j'ai commencé à réciter le Coran parce qu'on m'a dit la sourate al-Baqarah, quand tu le lis, les djinns fuient. J'ai commencé à lire la sourate al-Baqarah dans la chambre là. Quand je m'assois pour lire,
c'est des verres, des tasses de verre là, qui tombent là où je suis assis. Je dis, ah, j'ai continué, il y a une tasse encore qui est tombée. J'ai continué 3 fois, il y a une tasse qui est tombée. J'ai dit, ah non, ça c'est pas clair. J'ai fermé le Coran, je suis sorti parce que j'avais eu un peu peur. Cette famille est traumatisée depuis 7 mois. Finalement, concessionnaires et locataires ont déserté les lieux. Tout ce qui n'a pas été calciné est éparpillé dehors en attendant de trouver des logements. Depuis ça, vraiment, c'est l'enfer. Parce que vous avez vu maintenant les dégâts. Ça n'a jamais cessé, donc surtout les jeudis et les vendredis. Les victimes sollicitent l'aide de toute personne qui pourrait les aider à solutionner ces drames embarrassants. Je vous le disais également en titre, la commune de Matoto ne dispose pas de maisons jeunes. À Sangoya, une était en construction et depuis les travaux sont à l'arrêt. Dans d'autres communes comme à Matam, si quelques-unes ont été construites, elles ne sont cependant pas dans les normes. Pour plus d'explications, je vous propose ce reportage réalisé par Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara. Située à quelques mètres de l'autoroute Fidel Castro, la maison des jeunes de Sangoya peine à être achevée alors que les travaux de construction ont démarré depuis 2009. Abandonné depuis 11 ans, cet espace destiné aux activités de la jeunesse a été transformé en un lieu de négoce pour les pièces détachées ou encore en gargote. Actuellement, Sangoya n'a pas un lieu là où se réunit. Même le chef de quartier n'a pas un bureau, y compris la jeunesse. On n'a pas là où se retrouver. Si Matoto peine à se trouver une seule maison des jeunes, Matam, elle, en a plusieurs. Mais sur les 6 maisons des jeunes disponibles, seulement 2 sont en bon état. Parmi les 4 autres, la maison des jeunes de Matam Lido, la plus ancienne, après celle de Timbi Madina et Kenyé, dans la commune de Dixim. Franchement, l'état lequel où se trouve la maison des jeunes, elle est vraiment impraticable en ce moment. Ça nous empêche même d'abriter certaines activités au sein de la maison des jeunes. Depuis sa construction, la maison des jeunes de Matam Lido n'a bénéficié qu'une seule rénovation en 1996. Depuis, aucune retouche n'a été faite. Son état de délabrement n'empêche cependant pas des troupes de s'y reproduire. Nous demandons les bonnes volontés, nous demandons tous ceux qui sont capables d'apporter quelque chose pour un changement autour de cette maison de jeunes et de la culture de Matam Lido, pour que ceux qui y travaillent dedans puissent travailler dans les meilleures conditions. Celles qui sont en bon état abritent des séries de formations en faveur des jeunes de la commune. Il y a eu au moment plus de 400 et quelques jeunes qui ont été recrutés et formés pour le moment. L'objectif pendant les 5, c'est 800 jeunes qui est visé au sein de la commune de Matam. Ce mardi, le ministre de la Jeunesse et des Sports était en visite sur certains sites réservés à ces espaces pour s'enquérir de lui-même les réalités du terrain. Toujours à Matoto, à la suite des inquiétudes des citoyens victimes de déguerpissement à Sangoya, le maire de la commune de Matoto a fait une sortie ce jeudi pour donner les raisons du retard dans l'exécution du projet d'aménagement de l'espace de divertissement. Mamadou Batos Kamara a aussi partagé avec les citoyens les informations sur les différents projets en souffrance dont les travaux de faisabilité sont déjà disponibles. Bernard Koundouno et Alceni Kamara pour le compte-rendu. Sur les instructions des autorités administratives par la voie de la mairie de Matoto, un vaste domaine a été déguerpi à Sangoya en bordure de route dans le cadre des travaux de déguerpissement des emprises des routes lancés il y a 1 an par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Lors des opérations, le maire avait promis d'aménager l'endroit pour une utilité publique. 1 an sans être aménagé, les victimes du déguerpissement s'interrogent sur la faisabilité des travaux. Dans cette affaire, Mamadou Batos Kamara est pointé du doigt par ses victimes. Ce jeudi, le maire donne les raisons du retard de l'exécution de ce projet. Vu que la commune de Matoto n'a aucun espace de divertissement pour les enfants et un lieu de rencontre, un lieu de loisir. Donc on a jugé nécessaire de faire une étude sur cette bande pour pouvoir réaliser vraiment de tels projets. Le retard dans l'exécution des travaux
est liée au changement de régime, se défend le premier responsable de la commune. À date, les projets, les marchés sont déjà passés. Et il a fallu attendre, à travers notre ministre, la restructuration du département. Sur le terrain, plusieurs citoyens s'interrogent sur la faisabilité du projet et TOS rassure. Aficon maintenant est fondu dans l'ANAFIC, Agence de financement des collectivités. Donc, ce qui dénote que le projet reste toujours réalisable. L'aménagement de l'espace vert de Sangoya n'est pas que le seul projet en souffrance dans la commune de Matoto. Le stade Kabine Kouyaté, les toilettes publiques sont entre autres les projets dont les études de faisabilité ont déjà été réalisées. Avec ce changement de régime, le responsable communal fonde de l'espoir sur les nouvelles autorités pour la réalisation de ces projets pour le bien des 900 000 habitants de la commune de Matoto. Autre chose à présent, ce n'est un secret pour personne que la classe politique souhaite vivement des concertations permanentes avec les autorités de la transition, l'installation des conseillers du CNT et un pas de plus, même si ces acteurs invitent le CNRD à instaurer un dialogue permanent. Mamadou Sadio Baldé a recueilli les impressions du RPG et de l'UFDG sur la question à suivre. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés sont engagés eux aussi à participer activement au processus de la transition et restent convaincus que le dialogue demeure le socle d'une transition apaisée et propice à la construction de notre démocratie. Déjà, le parti salue la mise en place du CNT. Le RPG et l'ensemble des partis alliés avons souscrit à cette démarche depuis toujours. Et je pense que le processus avance bien. Déjà le CNT est mis en place et puis bon voilà, la discussion va continuer chaque fois que c'est nécessaire. En tout cas en ce qui nous concerne, on est disposé à participer à tout le débat. L'UFDG n'en demande pas moins. Le CNRD devrait ouvrir un couloir de dialogue pour d'ailleurs faciliter le travail au Conseil national de la transition. La classe politique, les forces vives de la nation s'entendent avec le CNRD qu'un cadre de concertation que l'on appelle un cadre de dialogue permanent pour toute la durée de la transition soit ouvert et que les discussions aient lieu à ce niveau, qu'il y ait un consensus qui se dégage par rapport aux questions fondamentales qui doivent être après traitées au niveau du Conseil national de transition. Jusque-là, l'ancien parti au pouvoir apprécie les actes posés, notamment l'installation des conseillers de la transition. Sa composition tient compte de toutes les sensibilités socio-professionnelles. Le processus de transition se met en place de manière sereine, nous le pensons, puisque ce qu'on attendait, c'était la mise en place du Conseil national de transition. C'est chose faite à date. Et tous les acteurs, n'est-ce pas, que ce soit les acteurs politiques ou sociaux, chacun est représenté. Maintenant, on attend à ce que les travaux proprement dits commencent. L'UFDG souligne que les acteurs concernés et les différentes institutions doivent avoir une série de concertations afin de trouver une planification concertée sur le déroulement de la transition. Au moment où des politiques sollicitent le dialogue avec le CNRD, des acteurs de la société civile, eux aussi, se préoccupent de la vie nationale. Réunis ce jeudi à Conakry, ils invitent les politiques et le CNRD à promouvoir un cadre permanent de concertation. Cette invite résulte d'un manque de chronogramme défini par les nouvelles autorités. Djibril Ba, Aboubakar Keke Bangora signe ce reportage. Le Conseil régional des organisations de la société civile suit avec attention la situation sociopolitique du pays. Prévenir, c'est donc la voie que choisissent ces acteurs de la société civile car, disent-ils, des doutes et des risques de violence commencent à naître par rapport à la conduite de la transition. Par contre, ils saluent quelques avancées majeures faites par les nouvelles autorités. Comme la mise en place d'un gouvernement civil, l'amorce du processus de récupération des biens de l'État, la lutte contre les crimes économiques, financiers. À ce stade de la transition, ces conférenciers constatent avec amertume la baisse du pouvoir d'achat du Guinéen occasionnée par la période d'exception que le pays connaît actuellement. À prévenir et anticiper sur les conséquences d'une certaine aggravation de la cherté de la vie par la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché, dont les premières conséquences néfastes pourraient naître d'un manque de consensus
sur la durée de la transition. Des recommandations allant à la promotion du dialogue, à l'application des principes juridiques des personnes soupçonnées de corruption et à l'implication forte des mouvements sociaux pour la réussite de la transition ont été formulées. C'est le représentant de la ministre de la Promotion féminine et des personnes vulnérables qui a procédé au lancement officiel de cette formation, qui est l'une des phases du projet de lutte contre les VBG en période de Covid-19, lancé en mars 2021. L'initiative est de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. L'étude a prouvé que 35% des personnes qui ont été interrogées avouent qu'il y a eu des cas de violence et que 80% de ces personnes ne connaissent pas l'existence des structures de protection ou de défense des droits des personnes. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est de partir de cette étude pour sensibiliser les personnes, les citoyens, les communautés, mais aussi les élus locaux. Ce sont 20 organisations de la société civile qui prennent part à cet atelier de formation. Pendant 2 jours, ils seront formés et outillés dans 2 thématiques sur les violences faites aux femmes. Notamment le genre et les droits humains. Et à l'intérieur, il y aura des sous-thèmes, puisque la plupart d'entre eux n'ont pas eu connaissance exacte de la notion de genre. Donc il y aura certainement une introduction, la connaissance du genre, la connaissance des droits humains, les violences basées sur le genre. Et parmi ces violences, on prendra une particulièrement, les mutilations génitales féminines. Les attentes sont nombreuses chez les participants. C'est très important aujourd'hui de faire une étude sur le terrain vis-à-vis des VBG, des violences basées sur le genre, pour savoir réellement sur quelle mesure on va se pencher. Présent à cette formation, le haut représentant du commissariat des droits de l'homme demande la conjugaison des efforts contre les VBG. Ce n'est pas un monde humain que nous sommes en train de créer en laissant ça passer. Et ça, les cours et tribunaux seuls ne suffisent pas. C'est pour cela que je pense que vous, les journalistes, vous faites déjà un travail extraordinaire, je l'ai salué tout à l'heure. Vous avez un rôle majeur d'éducation, mais aussi de dénonciation. Il faut qu'on se joigne. On peut extirper cela de la société guinéenne. Au sortir de cette formation, ces participants auront pour tâche de sensibiliser, orienter, ensuite apporter de l'assistance psychosociale aux victimes des violences et la population dans le pays. Nos excuses, vous l'avez compris, c'était les violences faites aux femmes et filles qui sont toujours d'actualité. Ce jeudi, une formation des acteurs de la société civile sur les méthodes de lutte contre les VBG s'est tenue à Conakry. Elle est organisée par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée, soutenue par OSIWA. Et puis le programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente a officiellement lancé sa tournée d'évaluation des activités de mise en œuvre en 2021 par la CNPG, la PNJDD et leurs structures, ainsi que de leur collaboration avec les points focaux du dit programme dans la région de Bokeh. Cette cérémonie d'ouverture a connu la présence des autorités locales, les représentants de la société civile, ainsi que les partenaires des organisations suivies. C'est aux environs de 10 heures que cette activité d'évaluation du programme Démocratie sans violence, la baïonnette intelligente, a débuté à l'hôtel La Palmeraie du village communautaire de Bokeh. Une manière pour la DSV-BI d'avoir une idée sur l'ensemble des activités réalisées par la Coalition nationale pour la paix en Guinée, la plateforme nationale des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement et leurs structures. Il est normal qu'après une telle année de formation offerte à des structures sur le terrain, que le programme Démocratie sans violence vienne évaluer ce qui a été obtenu, ce qui a été réussi et les défis éventuellement à relever et qui partent dans le sens de l'ambition dont nous sommes assignés d'aider la Guinée à la construction d'un état de droit sans violence. La PNJDD, plateforme nationale des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, et la CNPG, Coalition nationale pour la paix en Guinée, sont les deux organisations partenaires qui couvrent l'ensemble des régions administratives du pays et la zone spéciale de Conakry. Les présidents de ces plateformes se réjouissent et remercient la PJDD et le COCPE en collaboration avec les points focaux à Bokeh. Je réjouis de la présentation
des résultats actualisés à l'étude des tiers et remercie tous les membres. Nos remerciements vont également au CA de la CNPG et les participants d'avoir pris part à ces échanges de 2 jours pour nous permettre de corriger nos faiblesses et renforcer notre ancrage institutionnel. Présent pour assister à la cérémonie d'ouverture, El Hadj Ousmane Diallo, conseiller politique du gouverneur, a magnifié l'effort de la plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement PJDD et le COC-PAIX, Cercle d'orientation pour la consolidation de la paix à Bouquet. L'ONG COC-PAIX a fait déjà du chemin en prévention-gestion pacifique des conflits sans violence pour la consolidation de la paix lors des manifestations politiques et sociales. Cette tournée d'évaluation du programme de la DSV-BI va se poursuivre dans les autres régions administratives du pays. En région à Macenta, après le jugement rendu dans l'affaire du conflit intercommunautaire de décembre 2020 entre Thomas et Mania, les citoyens de la ville ont complètement tourné la page. C'est le vivre ensemble qui prime aujourd'hui dans cette ville de la Guinée forestière. Moïse Bitelama s'est rendu à Macenta. Suivez son reportage. Macenta est une ville de la région des Erékouré qui compte plus de 65 000 habitants. Après le jugement rendu dans le conflit intercommunautaire de décembre 2020, le vivre ensemble est devenu aujourd'hui le quotidien des citoyens. Macenta est une zone qui regroupe en son sein des communautés qui se partagent l'espace vital depuis plusieurs siècles et qui sont donc complémentaires dans leur vécu au quotidien. En fait, le verdict est tombé à Zérékoré. Ceux qui devraient être sanctionnés ont été sanctionnés, ceux qui devraient être libérés ont été libérés, mais cela n'a pas affecté le vivre ensemble à Macenta. Après ce procès, des acteurs rompus dans la consolidation de la quiétude sociale dans la localité se disent rassurés de l'établissement d'une paix durable. Depuis le jugement dernier, les gens ont tiré les leçons qu'il n'y a pas meilleur jugement que de se retrouver en famille, en communauté pour régler les problèmes qui naissent. Parce que les problèmes ne finissent jamais, mais c'est les régler de façon respectueuse de nos traditions et de nos coutumes qui peut amener une paix définitive. Et ça, on l'a senti parce que dès que les gens ont été jugés à Zérékoré, leur arrivée ici a fait un enthousiasme de tous les côtés. Menons des démarches pour que chacun des citoyens trouve la paix dans le milieu où il existe, pour la bonne cohabitation, la cohésion dans nos communautés. Dans les jours à venir et pour la garantie d'une paix définitive, un pacte de bonne cohabitation sera signé entre les Loma et les Manians. Le Comité national de soutien au Sili de Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, un membre s'exprime sur le parcours de l'équipe et donne des estimations sur les montants mobilisés et leur utilisation si les supporters sont déchus de la prestation des joueurs. L'ancien capitaine Lucien Bendou Guilao aussi est choqué du manque du patriotisme des poulains de Kabadiawara. C'est une interview exclusive réalisée par Mamoudou Bouleri Diallo et Yacouba Traoré. La mobilisation des fonds pour soutenir le Sili national a débuté au rythme de la performance de l'équipe guinéenne, donc timide selon un membre du comité de soutien. C'est après sa première victoire à la CAN que la fibre patriotique a touché le cœur des Guinéens et certains ont donné de l'argent. Pas de précision sur le montant obtenu, on se contente juste de cette estimation. Ça doit être autour de 3 milliards. 3 milliards. Comment ce montant a-t-il été utilisé et pour quels résultats? Le staff du Sili est pris en charge par le gouvernement. C'est déjà réglé. Ce que nous collectons, ce n'est pas pour payer des primes supplémentaires. Ce que nous collectons, ce n'est pas pour donner aux footballeurs. Ce que nous collectons, c'est pour permettre au public d'être en connexion avec son équipe. Le public est resté à Conakry. Ce que nous collectons, c'est pour créer une animation sur Conakry et à l'intérieur du pays. C'était une façon pour nous
d'aider le Sili national aussi, parce que en restant au Cameroun et en sachant que tout le pays est derrière eux, ça donne des forces. Cette force n'a pas été exploitée par les joueurs. Pire, ils ont manqué de patriotisme, s'offusque Lucien Bendou-Guilao. On pousse nos joueurs, c'est notre devoir. Maintenant, le devoir des joueurs, c'est de jouer en passant au drapeau et de se battre de toutes les forces et ne pas se liquéfier chacun de son côté. Non, ce n'était pas ça. Mais à la fin, on a vu que certains joueurs ont empoisonné l'esprit d'équipe et ça fait que tu es pénalisé 2 fois. Non seulement techniquement, tu n'es pas à la hauteur, mais sur le plan collectif, tu n'es pas à la hauteur non plus. Sur le reste du montant mobilisé, ce membre du comité de soutien ne maîtrise pas les rouages financiers de cette initiative. Il donne encore une estimation. C'est autour d'1 milliard, 1,2 milliard ou 1,3 milliard. Une conférence de presse est annoncée au ministère des Sports pour faire le bilan complet de la participation de l'équipe guinéenne à la CAN Total Énergie Cameroun 2021 et de l'orientation du montant non utilisé lors de la compétition. En bref et en image, un jeune d'une trentaine d'années s'est effondré hier mercredi dans l'enceinte de la place des Martyrs de Bokeh alors qu'il est méconnu par la grande partie de la population. Son corps a passé plusieurs heures sur les lieux avant qu'il ne soit admis à l'hôpital régional. Les citoyens, quant à eux, s'interrogent sur la cause de son décès. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. À présent, place à l'actualité sportive ici sur le continent et dans le monde. Avec notre spécialiste Alseni Baldé. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Binta, bonsoir à tous. Alors Alseni, le championnat de football Ligue 1 de Guinée suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ah oui, la cause évoquée bien évidemment par la Ligue guinéenne de football professionnel, c'est le refus des arbitres d'officier les matchs programmés au compte de la 16e journée de la Ligue 1. Et pourtant, les arbitres désignés avaient déjà reçu leur désignation, Binta. Dans le même cadre, le programme de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine connue. Ah oui, l'édition 2021-2022 ouvre le bal bien évidemment le 11 février prochain avec 3 rencontres au programme. Celles-ci mettront en opposition les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns aux Soudanais d'Al Hilal. Les Tunisiens d'Étoile du Sahel seront face bien évidemment aux Tunisiens d'Étoile du Sahel, aux Algériens de Boulouizdad et les Marocains de Wydad Casablanca seront face aux Angolais de Sagraga. Cette première journée se poursuivra le 12 février 2022 avec 4 autres belles affiches à suivre, dont le match Oroya Entente Sportive de Sétif d'Algérie au stade général Lansana Conté, et puis le Raja Casablanca sera face à Amazulu d'Afrique du Sud. Le Zamalek affrontera le Petro Atlético d'Angola. En revanche, le match Al-Ali d'Égypte et El Merer est reporté au 5 mars, ce en raison de la participation d'Al-Ali à la Coupe du Monde des clubs qui se joue en ce moment du côté d'Abu Dhabi. Ce tableau nous a été proposé par nos confrères d'Africa Sport. Vous le savez, le Sénégal est champion d'Afrique, l'Algérie est en chute et la Guinée stagne à la 15e place sur le continent au classement FIFA, Al-Sidi. Ah oui, effectivement, il fallait s'y attendre quand même à une dégringolade du Sili national de Guinée après sa piètre prestation du côté du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Les pays africains participant à la Coupe d'Afrique des Nations avec la progression historique, il faut le noter, du Sénégal, vainqueur de la CAN, qui occupe désormais la 18e place mondiale, la position record pour les Lions de la Teranga. Finaliste malheureuse, c'est l'Égypte, 34e. Cependant, l'Algérie, vainqueur de la CAN 2019 est éliminée dès le premier tour de l'édition 2021. La Guinée est par conséquent 15e en Afrique et 81e au ranking mondial. Au Sénégal, le téléphone volé de Khalidou Koulibaly est retrouvé, mais comment?
Ah oui, c'est vraiment insolite, hein, Binta, parce que tout simplement, comme vous le savez, hein, l'appareil a été volé au moment où Kalidou Koulibaly prenait des clichés lors de la cérémonie de décoration de l'équipe du Sénégal. Nos confrères Sénéweb annoncent que le téléphone de Kalidou a été bien évidemment retrouvé, mais comment? À en croire toujours le site Sénéweb, que site Libération, le téléphone volé avait été localisé dans un premier temps à Anne, mais c'est à Colobane qu'il sera retrouvé par la section de recherche de la gendarmerie du Sénégal. D'après les informations de Libération, le téléphone de Kalidou Koulibaly a été retrouvé au moment où le voleur tentait de le vendre dans une cantine. C'est là que le malfrat va tomber sur les gendarmes. Ces derniers n'ont pas pu mettre main sur le voleur qui a laissé l'appareil sur une table avant de prendre la fuite. L'individu qui a volé le téléphone du capitaine des Lions de la Teranga étant connu par le propriétaire de la cantine où il l'a laissé. Ce dernier a été par conséquent entendu formellement par les enquêteurs pour des besoins d'enquête. Alors, Alseni, de l'insolite, nous parlons de Vérone Mosengo Omba, satisfait de l'évolution des travaux réalisés pour l'organisation de la CAN 2023. Oui, il faut s'apprêter, comme vous le savez, hein, il y a dans quelques mois, bien entendu, la Côte d'Ivoire accueillera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, dans ce cadre, dès après la fin de la 33e édition, la CAF s'est mise sur pied pour aller voir les infrastructures du côté donc de la Côte d'Ivoire, comment ça s'avance, et c'est là que le secrétaire général de la Confédération africaine de football a visité les infrastructures. On va donc l'écouter et puis on revient. On a constaté que les travaux avancent bien. Ils ont vraiment beaucoup de chance de jouer qui vont y être logés. C'est un cadre magnifique. On a visité aussi le stade de Koulogo, qui est en construction. Les travaux avancent très bien. Je pense qu'ils vont tenir leur délai. Je suis content de ce que j'ai vu. Après, nous avons visité ici les San Pedro. Là aussi, on a visité la cité de la CAN, qui est très bien avancée, et puis les travaux vont très bien. Encore une fois, les gens qui vont y habiter, ils ont beaucoup de chance. Je peux dire que je rentre au cœur satisfait de ce que j'ai vu. Nous allons installer notre bureau CAF ici à Abidjan pour se rapprocher de notre partenaire, la Fédération Ivoirienne de football, le gouvernement. Notre bureau CAF ici à Abidjan va travailler pour qu'on puisse délivrer une des meilleures gains jamais organisées dans l'histoire de la Confédération africaine. Et puis parlons basketball à présent. James Harden quitte les Brooklyn Nets pour Philadelphie en échange de Ben Simmons. Ah oui, à quelques heures de la clôture du marché des transferts en NBA, les Brooklyn Nets de Philadelphie ont conclu une énorme transaction qui envoie la star James Harden chez les Sixers en échange notamment du meneur Ben Simmons. L'énorme échange qui était dans l'air ces derniers jours entre Brooklyn et Philadelphie s'est conclu ce jeudi soir. Merci Alseni pour toutes ces informations. Merci Binta. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous serez en compagnie de nos publics reportages proposés par notre rédaction. Prenez soin de vous et au revoir. Depuis sa création, Catholic Relief Service a toujours marqué sa présence aux côtés des partenaires dans le cadre du développement humain intégral. C'est dans cette optique qu'une enquête a été lancée par l'organisme auprès de ses partenaires sur le leadership local. L'ambition est de préparer les partenaires locaux dans le cadre de les rendre autonomes dans les éventuelles activités du CRS.
Comme vous le savez, la vision de CRS, c'est vraiment d'arriver à avoir des organisations partenaires qui soient fortes, capables de faciliter la mobilisation de ressources, capables aussi de pérenniser les interventions que nous faisons sur le terrain. Cette enquête a ciblé les organisations de la société civile locale, des organisations des églises et autres partenaires du CRS. Conformément aux résultats obtenus, une stratégie sera élaborée pour mieux accompagner les partenaires locaux. Ils œuvrent tous en ce sens-là pour permettre donc aux nationaux de savoir prendre connaissance des problèmes qui se passent, savoir aussi appeler des bailleurs de fonds pour assister le gouvernement dans sa lutte contre les maladies et puis dans le développement local. CRS appuie aussi la Guinée dans le renforcement des structures sanitaires, notamment l'accès des populations à des soins de santé primaires. Ce que nous comptons vraiment apporter dans cet atelier, c'est voir quels sont les vrais problèmes, d'abord que l'enquête a identifiés. Ensuite, nous allons essayer d'apporter nos contributions pour que le travail soit amélioré, afin que la population soit entièrement impliquée dans la gestion de sa santé. Une feuille de route sera mise en place par le Catholic Relief Service et ses partenaires avant de procéder à une formation en faveur des leaders locaux. Le parc national du Moyen Bafing constitue un véritable réservoir de chimpanzés sauvages en Afrique de l'Ouest avec plus de 5000 espèces emblématiques menacées d'extinction, d'où la nécessité de renforcer la synergie d'action entre les différentes parties prenantes dans la gestion durable et rationnelle des valeurs de ce parc. La mise en œuvre de ces projets pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on doit savoir que le chimpanzé, c'est un animal menacé. Et la Guinée, c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où on a plus de 5000 chimpanzés dans la zone du Moyen Bafing. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation globale des ressources naturelles dans notre pays et principalement de la biodiversité, le constat est alarmant. Et au regard de cela, il faut forcément inverser la tendance pour pouvoir améliorer et maintenir cette diversité biologique, tout en garantissant un équilibre entre les activités humaines et cette biodiversité. Au cours des travaux, il a été également procédé au lancement du projet de création future du parc national de Penseli, Soya et Sabouya, situé à la frontière guinéo-sierra-léonaise, grâce à l'appui de l'Union européenne. On accompagne la Guinée dans la gestion des parcs nationaux et la création de nouvelles aires protégées, comme le parc national donc autour des localités de Penseli, Soya et Sabouya, qui est transfrontalier avec la Sierra Leone. Mais côté guinéen, la zone n'est pas protégée. Donc elle est soumise au braconnage, à l'augmentation du front agricole. Donc il faut la protéger pour pouvoir préserver vraiment cette faune. Pour l'atteinte de ces objectifs, le gouvernement guinéen compte sur l'engagement de l'ensemble des acteurs pour freiner le rythme de dégradation de l'écosystème, la perte de la biodiversité et promouvoir un véritable développement socio-économique. À l'image des autres parcs, nous sommes convaincus que tous les cadres, toutes les autorités vont appuyer les citoyens pour que les gens ne s'attaquent pas à ces espèces-là. Ces activités ont permis aux participants de s'imprégner des acquis du processus de création du parc national du Moyen Bafing et la possibilité de répliquer le modèle similaire dans le paysage au KKPS. Ce mois-ci, sur Calac Radio, chacun fait ce qui lui plaît.